Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel événement dédié aux structures de l'insertion par l'activité économique, donc aux employeurs de l'IAE. Je suis Alice, je suis chargée de déploiement au sein du service pilotage de l'inclusion et je suis l'animatrice de ce webinaire. Donc nous allons passer 1h15 ensemble environ. Alors c'est mon premier webinaire, donc je suis vraiment ravie de l'animer, mais je m'excuse par avance s'il y a quelques hésitations. Alors, je veux bien déjà que vous me confirmiez que vous m'entendiez bien, peut-être en réagissant avec les émoticônes, le pouce. Hop, bonjour, super. Donc, bonjour Sonia, bonjour Lorella, bonjour Omoy, Marie-Hélène. Je vois que donc certains d'entre vous ont déjà commencé à prendre en main les fonctionnalités de ce webinaire. Donc, c'est super. Je vous invite effectivement à vous présenter dans le chat. Pour revenir un petit peu sur les principales fonctionnalités du chat qu'on va utiliser pendant ce webinaire, donc il y a effectivement l'onglet de chat. Je vous invite à l'utiliser surtout pour partager des bonnes pratiques, des suggestions d'évolution. C'est des informations que je vais collecter plutôt à la fin du webinaire et qui pourront ensuite être portées dans le compte rendu. En revanche, si vous avez une question, je vous invite à utiliser l'onglet questions qui est situé juste à côté de l'émoticône chat. C'est plus facile pour moi de les traiter si elles sont postées ici et ça permet aussi aux participants de voter pour les questions qui intéressent. Ensuite, vous pouvez donc réagir avec les émoticônes qui sont présentes en appuyant sur le bouton réagir. Et enfin, moi, j'utiliserai l'onglet sondage pour vous poser quelques questions et rendre ce webinaire le plus interactif possible. Et vous retrouvez aussi il y a les 3 petits points en bas à gauche, en bas à droite qui indiquent Apps et dans cet onglet, vous pouvez retrouver la présentation que je suis en train de vous partager et aussi des liens. Je vous ai mis un lien notamment vers le site du pilotage et vers les tableaux de bord qu'on va consulter ensemble aujourd'hui. Alors, qu'allons-nous aborder aujourd'hui? Donc, comme il était indiqué dans l'invitation, il s'agit d'un webinaire de découverte. Donc, l'objectif, c'est de faire un peu un tour d'horizon des données que nous vous mettons à disposition au sein du pilotage de l'inclusion. Et je vais aussi vraiment essayer d'utiliser le biais de témoignages de structures qui sont déjà utilisatrices de nos outils pour vraiment vous aider à identifier des manières concrètes d'utiliser les données mises à disposition par le pilotage de l'inclusion. Donc, à l'issue de ce webinaire, l'objectif, c'est que vous sachiez déjà quelles sont les données disponibles sur le site du pilotage pour y revenir lorsque vous en aurez besoin et pour avoir aussi une idée de quand y revenir. Donc, je continue. Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Ce webinaire d'1h15 va se dérouler en 3 parties. Donc, je vais commencer par une rapide présentation du service du pilotage de l'inclusion. Ensuite, je vous ferai une présentation globale des statistiques à votre disposition. Et enfin, donc, comme je le disais, je partirai de 2 témoignages de SIAE pour vraiment vous aider à comprendre comment utiliser ces données et comment elles peuvent vous être utiles dans vos missions au quotidien. J'espère que ça vous va, que vous êtes prêts pour ce webinaire. De mon côté, je suis ravie et comme je le disais en préambule, je suis arrivée dans l'équipe du pilotage au mois de mars, donc soyez indulgents pour ce premier webinaire. Alors, le pilotage de l'inclusion, qui sommes-nous? Je vais vous laisser déjà quelques secondes pour répondre à ce petit sondage, hop, qui va s'afficher normalement sur votre écran. Avez-vous déjà consulté les données du pilotage de l'inclusion? Alors, c'est pas la question qui s'affiche, mais on va prendre cela comme la question qui s'affiche. Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Donc, je vois que pour la majorité d'entre vous, c'est une découverte. Donc, parfait, vous aviez bien compris qu'il s'agissait d'un webinaire découverte. Donc, c'est super. Et sinon, vous connaissez plutôt les statistiques de votre organisation. OK. Et dans ce webinaire, je vais justement faire plutôt un focus sur les statistiques qui sont les statistiques privées, vous verrez, parce que c'est les statistiques qui sont effectivement les plus utilisées par les SIAE.
Hop. Donc, le pilotage de l'inclusion, c'est un service public qui fait partie de la plateforme de l'inclusion, au même titre qu'une dizaine d'autres services. Ici, vous avez la capture d'écran en fait, du site de la plateforme de l'inclusion et vous retrouvez donc l'ensemble des services de la plateforme de l'inclusion. Les plus connus, il y a le service des emplois de l'inclusion. Vous l'utilisez probablement pour publier vos offres d'emploi et traiter les candidatures. Et donc, nous sommes le pilotage de l'inclusion, une équipe au sein de la plateforme de l'inclusion. Que fait concrètement le pilotage de l'inclusion? Donc, notre mission, à nous, c'est de favoriser l'efficacité des dispositifs d'inclusion au service des personnes qui en sont éloignées. Comment on le fait? On apporte des connaissances et des apprentissages à tous les professionnels de l'inclusion à travers la donnée. Quand je dis les professionnels de l'inclusion, je parle à la fois donc des SIAE, qui vous êtes présentes aujourd'hui, mais aussi nous apportons aussi ces connaissances aux prescripteurs, aux services déconcentrés de l'État, aux conseils départementaux, notamment. Concrètement, que fait-on et quel est le lien entre les emplois de l'inclusion et le pilotage de l'inclusion? Donc, les emplois de l'inclusion, ils constituent la principale source de données que nous traitons, que nous analysons et diffusons aux acteurs de l'IAE. Donc, dans ce webinaire, typiquement, moi, je vais me concentrer vraiment sur les données qui sont issues du site des emplois. Ça signifie que c'est des données relatives à la phase de candidature. Donc, au pilotage, on récupère les données qui viennent des données renseignées par vous, par les prescripteurs, par les candidats sur le site des emplois de l'inclusion. Nous, on collecte, on traite cette donnée et on la diffuse sous forme d'indicateurs et de tableaux de bord. Et ces indicateurs et tableaux de bord, on vous les diffuse dans l'objectif qui vous aide dans vos missions au quotidien. On est aussi amené à travailler sur d'autres sources de données, comme les données de l'ASP, par exemple. Mais aujourd'hui, dans ce webinaire, je vais me concentrer sur les indicateurs et les tableaux de bord qui se basent sur les données issues des emplois de l'inclusion. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur le pilotage? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous la distinction entre le pilotage de l'inclusion et peut-être les emplois de l'inclusion? Et puis, est-ce que mon débit de parole vous convient? Vous pouvez aussi réagir avec le pouce ou une émoticône à l'inverse. OK, super pour le débit de parole. Est-ce qu'il y a des questions dans l'onglet questions? Donc, j'ai ma collègue Annie qui nous a rejoint, qui est aussi chargée de déploiement au sein du pilotage et qui va m'aider à animer notamment les séances de questions-réponses. Bonjour à toutes et tous. Alors là, je n'ai pas de questions actuellement dans l'onglet questions. Donc pour rappel, pour les personnes qui ont des questions sur tout ce qui est partagé par Alice, ça se trouve dans l'onglet en bas à droite. Et donc, cliquez simplement sur la fonctionnalité questions pour que Alice puisse y répondre et que je puisse les partager tout au long de ce webinaire. Super. Et comme il n'y a pas de questions, je vais publier la petite question qui devait s'afficher tout à l'heure pour voir si vous avez bien saisi la différence du coup entre le pilotage et le service des emplois. Donc, n'hésitez pas à soumettre votre vote à la question qui s'affiche. Top. Eh bien, je vois que vous êtes quasiment 80% à répondre à un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi. Donc, c'est exactement ça, puisqu'effectivement, les deux autres réponses font référence plutôt au service des emplois. Donc, c'est que j'ai été relativement claire dans ma présentation. Donc, je vais poursuivre sur la deuxième partie. Alors, avant que tu poursuives, Alice, il y a une question qui a été posée par Julie, donc je te la partage. Peut-on borner des dates sur les statistiques? Oui, alors effectivement, on a des filtres sur nos tableaux de bord. On va vraiment revenir là-dessus dans la partie 2 et la partie 3. Donc, j'espère que je vais y répondre. Normalement, je vais y répondre dans les parties 2 et 3. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à reposer une question en fin de présentation. Donc, dans cette deuxième partie, ça va être vraiment plus vous apprendre un peu le b.a-ba pour utiliser nos tableaux de bord. Donc, en préambule, juste quelques petites précisions, définitions qui sont importantes quand vous
allez parcourir nos tableaux de bord. Donc, comme je vous le disais, les données que nous exploitons, elles sont issues du service des emplois. Ça signifie que les données que vous complétez, vous, lorsque vous traitez des candidatures, elles viennent impacter la qualité de nos analyses. Plus vous renseignez de manière qualitative et rigoureuse le service des emplois, plus les analyses que nous, on va vous restituer au pilotage de l'inclusion seront pertinentes. Et plus aussi votre utilisation du service des emplois reflète votre activité, plus les données que je vais vous présenter seront pertinentes pour votre organisation. N'hésitez pas à réagir aussi avec des émoticônes si parfois c'est pas clair à utiliser l'émoticône horrifié, par exemple. Je reviendrai sur ce que je suis en train de dire. La grande valeur ajoutée de notre service, ça réside aussi dans le fait que nos données sont mises à jour entre 24 heures et 48 heures. Donc, sur chaque tableau de bord, vous verrez la date et l'heure de la dernière mise à jour du tableau de bord. Ensuite, donc vous allez le voir dans nos tableaux de bord, on parle des données relatives à la phase de candidature. C'est bien important de garder en tête à la lecture de ces tableaux de bord qu'une candidature, c'est l'acte de candidater à un poste et un candidat, c'est une personne qui envoie une candidature. Donc, il est fort probable, typiquement, qu'un candidat ait envoyé plusieurs candidatures. Voilà. Est-ce que c'est une notion avec laquelle vous êtes à l'aise? N'hésitez pas non plus à réagir dans le chat. OK, super. Ensuite, vous verrez aussi dans votre tableau de bord qu'il y a la possibilité de filtrer, par exemple, par type de prescripteur. Donc, qui sont les prescripteurs habilités? C'est les travailleurs sociaux du département, c'est le FCE, donc le service public de l'emploi, ou parfois on peut parler de prescripteurs historiques, qui sont donc France Travail, la mission locale et Cap Emploi. Il y a aussi des nouveaux prescripteurs habilités, dont la liste est au lien, dans le lien ici, donc vous le retrouvez dans la présentation, mais ça va être les CADA, par exemple, les CHRS, les foyers de jeunes travailleurs, et d'autres prescripteurs qui peuvent être habilités par arrêté préfectoral. Donc, les prescripteurs habilités, ils sont amenés, eux, c'est les seuls qui sont habilités à effectuer le diagnostic d'éligibilité d'un candidat à l'IAE. Et parmi les personnes donc, qui sont habilitées à réaliser ce diagnostic, il y a aussi les SIAE, donc vous, qui peuvent être amenés à réaliser ce diagnostic. Et après, il y a une autre catégorie d'acteurs qui sont les orienteurs. C'est des acteurs qui peuvent être amenés à vous orienter une candidature, mais qui ne sont pas éligibles à réaliser ce diagnostic. Et donc, ça peut être, par exemple, les Restos du Cœur, une association d'aide alimentaire qui ne fait pas partie des prescripteurs habilités sur votre territoire, mais qui vous oriente des candidats parce qu'ils sont au contact aussi de personnes éloignées de l'emploi. Enfin, il est important aussi d'avoir en tête que les données d'une année passée, donc par exemple, si on est en juin 2024, si vous voulez analyser les réalisations de 2023, c'est important de savoir que les données vont se stabiliser généralement environ au mois d'avril, parce qu'une candidature, elle peut très bien avoir été déposée en novembre 2023, mais acceptée uniquement en début d'année 2024. Et on a un certain nombre d'indicateurs qui reposent sur la date de candidature. Donc, c'est possible que les données d'une année passée évoluent. Et voilà, elles se stabilisent généralement à peu près au mois d'avril. Donc, j'espère que ça va, que je ne vous ai pas perdu avec ces petites définitions et ce petit préambule. Je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc, quelles sont les statistiques qu'on vous met à disposition au sein du pilotage de l'inclusion et comment on accède à ces statistiques? Alors, on a au sein du pilotage déjà des statistiques qu'on dit publiques parce qu'elles sont accessibles à toutes et à tous sur notre site internet. C'est des données qui sont agrégées à l'échelle d'un territoire et à la maille la plus fine, vous pourrez faire des analyses au niveau du bassin d'emploi. Donc, on a un grand nombre de statistiques disponibles déjà au plus grand nombre. Et ensuite, on a des statistiques privées. C'est des statistiques qui ne sont finalement accessibles qu'à l'organisation concernée.
et elles sont accessibles depuis votre espace privé. Donc, il faut un identifiant et un mot de passe pour avoir accès à ces statistiques. Et elles sont accessibles uniquement aux membres d'une même organisation. Et ces statistiques, donc, sont plus fines, vous permettent une analyse à la maille de votre structure. Dans tous les cas, je précise que les données ne sont pas nominatives, donc vous ne vous retrouverez pas le nom du candidat dans nos statistiques. C'est quand même des données qui sont agrégées, mais pour vous, vous aurez accès à des données quand même agrégées à la maille de votre structure. Donc, dans ce webinaire, ce que je disais en préambule, c'est que je vais me focaliser sur les statistiques privées. Pourquoi? Parce que lors de mes échanges avec les SIAE, j'ai constaté aussi que les statistiques privées, c'était les statistiques qui étaient les plus consultées, et en tout cas celles qui vous apportaient aussi le plus de valeur ajoutée dans vos missions au quotidien. Donc, j'ai fait le choix pendant ce webinaire de vous présenter ces statistiques en priorité. Alors, je vais déjà vous montrer comment accéder à ces statistiques. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous partager ça en direct. Hop. Donc là, je suis sur le site du pilotage de l'inclusion. Comment accéder? Donc, je vous parlais des statistiques publiques, elles sont ici. Et là, on va aller regarder comment se connecter aux statistiques privées. Donc, je clique sur statistiques de mon organisation. Ensuite, il y a 3 catégories d'organisation. Donc, vous, en tant qu'SIAE, vous cliquez sur « Je travaille pour une SIAE », accéder à mes statistiques. Donc, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Là, on vous propose donc de vous connecter avec Inclusion Connect. Donc, je clique dessus. Et moi, je vais aller chercher mes identifiants de démo. Hop. Voilà, donc je rentre mon adresse email, mon mot de passe, j'appuie sur connexion et là vous allez être connecté donc à votre tableau de bord privé. Donc pour retrouver les statistiques du pilotage de l'inclusion, vous êtes dans l'onglet tableau de bord, vous allez cliquer sur statistiques. Et ici vous retrouvez les données personnalisées, les données dites privées dédiées à votre organisation. Et donc aujourd'hui, on a 3 tableaux de bord qui sont accessibles au SIAE, qui sont des tableaux de bord privés. Et vous retrouvez ici aussi un lien pour retourner directement au tableau de bord dit public. Donc aujourd'hui, moi je vais, à travers le témoignage de 2 structures de l'insertion, je vais vous présenter essentiellement les deux premiers tableaux de bord. Le premier qui s'appelle donc « Suivre le traitement et les résultats des candidatures reçues par ma structure ». Vision mensuelle, et le tableau de bord focus sur l'autoprescription. Le tableau de bord sur le contrôle a posteriori, ça vous concerne si vous faites de l'autoprescription et que vous êtes ensuite contrôlé par votre DETS, si elle vient contrôler donc les passes que vous avez délivrées, ça vous permet de retrouver un peu les résultats de ce contrôle. Mais je ne vais pas revenir dessus en détail aujourd'hui. Hop. Alors, je retourne sur la présentation. Hop. Donc ça, c'était comment se connecter déjà à ces statistiques privées. Dans la présentation, voilà, je remets les captures d'écran. Donc, vous avez accès à la présentation si vous cliquez sur Apps et sur Documents, il me semble. Partage de fichiers. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à télécharger la présentation et vous retrouverez le pas à pas en capture d'écran. Donc cette question, je vous l'ai déjà posée, donc je passe directement à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à les poser et aussi à voter. Oui. Alors, nous avons une question de Laurence donc, qui est « Est-ce qu'un orienteur peut positionner un candidat sur la plateforme ?» Alors, Annie, je t'invite à répondre à cette question si tu as la réponse. Il ne me semble pas, mais je veux bien que tu confirmes.
Oui, alors, oui, un orienteur peut positionner un candidat sur la plateforme. Alors juste pour, vous situer, dans les différentes origines, en fait, des candidatures, vous avez donc bien sûr l'origine candidat. Le candidat, c'est, celui qui va, postuler directement au sein de votre structure en envoyant sa candidature. Vous avez l'orienteur. Qu'est-ce qu'un orienteur? Un orienteur, en fait, est une personne, ça peut être, Alice ou moi, qui pouvons faire des orientations. Par contre, on ne peut pas, en fait, délivrer l'éligibilité du candidat. Donc, on ne peut pas en fait confirmer qu'il est bien éligible à l'IAE. Ça, c'est plutôt vous en tant qu'employeur qui pouvez le faire ou les prescripteurs habilités. En notre origine, donc vous avez classique prescripteur habilité, ce que Alice vous a présenté. Et donc, du coup, quand vous recevez les candidats, bah, vous êtes sûr que la personne est bien éligible à l'IAE. Et puis enfin, il y a vous-même en tant que structure. Vous pouvez donc à la fois recevoir des candidatures et des candidats directement dans vos structures, ou ça peut être aussi un autre employeur qui vous oriente un candidat ou une candidature. Voilà. Est-ce que cela répond à la question, et notamment vous êtes 14 ou même plus à être intéressé par cette question? Est-ce que cela vous éclaire? Voilà, n'hésitez pas à réagir ou si vous souhaitez que l'on reprécise cette information. Parfait. Donc voilà, un orienteur peut bien positionner un candidat donc sur la plateforme, mais il ne peut pas donc cocher l'éligibilité du candidat. C'est l'information principale donc à retenir. Alors, il y a une autre question, Alice, la suivante. Donc, c'est une question, il y en a deux d'ailleurs, de Sandra. Est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire? Oui, Sandra, ce webinaire sera bien accessible en replay. Le lien est disponible sur notre site et on vous l'enverra aussi, vous l'aurez aussi par mail directement. Ça sera envoyé aux personnes qui étaient participantes et celles qui étaient inscrites mais qui ne se sont pas connectées. Et enfin, Annick souhaiterait qu'on lui rappelle comment télécharger la présentation. Oui, alors je vois que j'ai vu cette question. En fait, je n'avais pas appuyé sur publier, donc je pense que maintenant vous devriez bien voir la présentation dans le lien apps. Dites-moi si ce n'est pas le cas, ça a l'air OK. Super. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Donc dans ce cas-là, je vais poursuivre sur les cas d'usage. Après, voilà, si vous avez des questions plus d'ordre technique parce que vous n'arrivez pas à accéder personnellement à vos statistiques, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet dans la rubrique aide parce que voilà, je ne vais pas traiter forcément ici les questions de code d'accès, autorisation, etc. Alors, je vais poursuivre avec la mise en pratique. Et pour ça, j'ai sélectionné 2 cas d'usage qui m'ont été remontés par des SIAE. Je vais vous présenter ces cas d'usage. Donc le premier, c'est le cas d'une SIAE qui gère plusieurs chantiers d'insertion. Elle a 7 chantiers d'insertion de mémoire ça représente environ 70 ETP conventionnés à l'année et plus du coup de 200 salariés qui vont venir dans la structure au cours de l'année. Donc elle est amenée à recruter un certain volume de candidats dans l'année. Elle m'a confié à rencontrer des difficultés de recrutement depuis 2019. C'est quelque chose qui est récurrent pour cette structure de l'IAE. Elle m'a indiqué, dans le cadre de ce contexte de difficulté de recrutement, qu'elle avait pris l'habitude de partager mensuellement par email les données des candidatures qu'elle avait reçues et traitées chaque mois. Et elle partage ces données à tous les prescripteurs avec lesquels elle travaille pour faire le point sur les candidatures, pour alerter aussi les prescripteurs. Et voilà, ça lui permet d'objectiver aussi le manque de candidats et d'alerter les prescripteurs sur ses besoins. Donc concrètement, cette structure, elle se connecte tous les mois sur le site du pilotage de l'inclusion et elle vient récupérer tous les mois les mêmes données. Ces données étant le nombre de candidatures orientées par prescripteur, le nombre d'embauches qui ont été déclarées par prescripteur, donc finalement un peu le taux de transformation de chaque prescripteur, et le motif des refus des candidatures non acceptées, parce que ça lui permet aussi d'améliorer ensuite ses relations avec les prescripteurs.
Donc, on va partir de ce cas d'usage et je vais de nouveau, du coup, me connecter sur le site du pilotage et vous faire une démonstration en direct de ces tableaux de bord. Hop. Alors, donc, je me remets sur le site du pilotage, statistiques de mon organisation. Donc, cette fois, je vais déjà être connectée normalement. Et on va aller chercher donc, dans nos tableaux de bord ces 3 données-là, qui sont des données que cette structure pilote mois par mois. Moi, je suis sur un compte de démo. Donc, je clique sur le premier tableau de bord, suivre le traitement de mes candidatures. Donc, c'est dans ce premier tableau de bord qu'on va aller, c'est dans ce premier tableau de bord qu'on va trouver ces 3 informations. Alors, je laisse le temps un petit peu au tableau de bord de se charger. Parfois, quand on est en webinaire et qu'on se connecte tous à la fois, ça rame un petit peu plus. Donc, si jamais je vois que ça rame trop, je vous inviterai plutôt à voilà, consulter vos tableaux de bord après le webinaire. Comme ça nous permet d'avoir une navigation qui est fluide. Alors déjà, pour comprendre comment est constitué un tableau de bord, donc vous arrivez sur votre tableau de bord, vous tombez sur un onglet I comme information. C'est dans ce premier onglet que vous allez retrouver des informations sur le tableau de bord. Qu'est-ce que vous pouvez y trouver, comment il fonctionne et quel est le périmètre des indicateurs qu'on vous propose. Et vous avez aussi un petit laïus sur la manière dont utiliser les filtres et l'export des données. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle périmètre et chiffres clés. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Est-ce que Annie, tu trouves que c'est suffisamment grand? Ça va? Je pense que tu peux zoomer un peu plus parce qu'on ne voit pas les filtres. Voilà. Encore un peu plus, je pense. Et encore un peu. J'ai l'impression qu'il y a encore. Là, dans les... Là, ça va. Et si tu vois là, et là, je pense que c'est bon. Okay. J'ai des participants confirmés. Super. Effectivement, les onglets sont un peu affichés en petit et donc on est dans cette partie-là. Donc, je suis sur le deuxième onglet qui s'appelle périmètre et chiffres clés. Ici, vous allez voir déjà si vous êtes une SIAE qui est constituée de plusieurs structures, vous allez retrouver déjà les structures qui sont suivies dans votre tableau de bord. Ensuite, vous avez des chiffres clés. Donc, vous avez le nombre de candidatures reçues, des indicateurs clés comme le taux de candidature accepté, le taux de candidature refusée. Donc, c'est un peu un onglet de synthèse. Ensuite, vous avez l'onglet état et origine. Dans cet onglet, on va le parcourir pour aller chercher les informations dont je vous ai parlé. Vous allez retrouver l'état des candidatures reçues par état, donc où en est la candidature, où en est la candidature par type de prescripteur, et aussi le nombre de candidatures reçues en fonction du nombre, enfin de l'origine aussi de la prescription et de la candidature. Je vais revenir dessus pour qu'on aille chercher les indicateurs dont je vous parlais. On a un autre onglet qui fait un focus sur le taux de candidature accepté et taux de candidature refusée. Et un dernier onglet qui nous parle plutôt, qui fait un focus sur les motifs des refus des candidatures refusées. Donc, dans chacun de ces onglets, vous voyez qu'en haut du tableau de bord, il y a des filtres. Donc, vous avez la possibilité notamment de faire un filtre sur une période donnée. Donc, ça répond à la question, il me semble, de Sandra. On va répondre à la question de Sandra qui était posée tout à l'heure. C'est possible, effectivement, de faire un filtre. Là, moi, j'ai fait un filtre sur l'année 2023 pour faire une analyse annuelle, mais c'est possible de choisir des dates très précises. Par exemple, voilà, entre le 14 mai et le 13 juin, par exemple. Donc, vous sélectionnez la période, je vais mettre du 1er mai au 31 mai, par exemple. Et il faut bien cliquer sur « Mettre à jour le filtre » pour que ce filtre temporel s'applique. Ensuite, vous allez, donc si vous avez plusieurs structures au sein de votre organisation, vous allez pouvoir aussi filtrer
par structure ou avoir l'ensemble des structures au global. Et ensuite, vous avez des filtres aussi. Donc, vous pouvez aussi filtrer si vous avez des structures qui sont situées sur des départements ou des régions différentes, la possibilité de faire des filtres géographiques. Et ensuite, comme on l'a vu, l'ensemble les informations concernent tous les prescripteurs confondus. Vous avez la possibilité de faire des filtres, et on va le voir aussi lors du deuxième cas d'usage, pour avoir les données d'un prescripteur en particulier. Donc, tout à l'heure, si on en revient un peu à notre cas d'usage, on est cette SIAE qui a besoin de faire le point mois par mois sur le nombre de candidatures qu'elle a reçues, l'état de ses candidatures par prescripteur et les motifs de refus des candidatures. Donc, où je vais trouver ces informations-là pour faire mon bilan mensuel et le partager à mes prescripteurs. Donc déjà, imaginons que je me positionnais sur le mois dernier. Donc, je fais mon filtre. Donc là, comme on est en juin, je vais faire mon filtre effectivement du 1er mai au 31 mai. Donc, je mets à jour ensuite ma temporalité. Et ensuite, là, il n'y a pas d'autre filtre à faire puisque pour l'instant, je veux déjà avoir le nombre de candidatures reçues au global. Donc, je vais pouvoir indiquer à mes prescripteurs que le mois dernier, j'ai reçu 24 candidatures. Et donc, sur ces 24 candidatures, j'en ai déjà accepté 2 et j'en ai refusé 3. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore 19 qui sont à l'étude. Et donc, je peux mettre ça aussi au regard de mes besoins en disant j'avais par exemple 30 postes ouverts, j'en ai reçu que 24 candidatures. Donc voilà, c'est là aussi que ces chiffres vont vous permettre de jouer ce rôle d'alerte par rapport à vos prescripteurs. Donc ça, c'était le premier chiffre que cette SIAE partageait chaque mois avec ses prescripteurs. Et ensuite, elle rentre un peu plus dans le détail puisqu'elle partage aussi. Donc là, le filtre, elle partage aussi aux prescripteurs, prescripteur par prescripteur, le nombre de candidatures reçues. Donc là, le filtre, c'est bien maintenu, donc il y a rien à faire pour rester sur cette période du mois de mai. Et donc, elle va aller faire le filtre sur le nombre de candidatures reçues, donc par prescripteur. Je vois que le filtre, c'est pas appliqué, donc je dis peut-être une bêtise. Hop. Là, il ne se met pas à jour. Là, c'est bon, on a bien nos 24 candidatures. Donc, on a l'état des candidatures. Donc, voilà, on avait bien 2 candidatures acceptées, 3 candidatures refusées. Alors, donc, finalement, il y en a 6 qui sont à l'état embauché ailleurs, une candidature à l'étude. Donc là, j'ai vraiment le détail de l'état des 24 candidatures reçues au mois de mai. Donc, ça permet aussi de donner un peu de visibilité aux prescripteurs sur l'état des candidatures reçues et la manière dont je les ai traitées. Donc là, on est sur l'analyse annuelle et si on regarde sur le mois de mai, ça me permet aussi de dire, eh bien, France Travail, j'ai reçu 9 candidatures de France Travail, j'en ai reçu 6 d'autres prescripteurs habilités, 3 du PLI. Donc là, je peux vraiment faire un rapport détaillé à chaque prescripteur. Et ensuite, je peux aussi indiquer l'état des candidatures par prescripteur. Ça, c'est la suite de ce tableau de bord. Et alors, la troisième donnée qui était partagée, c'était les motifs de refus. Parce qu'effectivement, c'est une donnée qui intéresse souvent les prescripteurs. Ils vous demandent souvent les raisons pour lesquelles vous n'avez pas forcément accepté les candidatures qu'ils vous ont envoyées. Donc ça, c'est pareil, c'est un bilan que vous pouvez aussi leur faire mois par mois si ça vous paraît utile. Donc ça, on est dans l'onglet motifs de refus. Je suis dans le 5e onglet de ce tableau de bord, mais je n'ai toujours pas changé de tableau de bord. Alors, les données se chargent. On est toujours sur le périmètre du mois de mai 2024. Donc là, on est sur un périmètre de seulement 3 candidatures parce que
finalement, sur les 24 candidatures, la SIAE n'a pas encore traité forcément toutes les candidatures encore. Mais ça permet de voir que sur les 3 candidatures, finalement 2 ont été refusées parce que un des freins à l'emploi du candidat était incompatible avec le poste et l'autre parce qu'il n'y avait pas de recrutement en cours. Voilà, ça permet aussi d'objectiver, d'objectiver prescripteur par prescripteur la raison pour laquelle les candidatures n'ont pas été acceptées. Et donc là, ça permet de donner un détail à chaque prescripteur également. Voilà comment cette structure, mois par mois, vient récupérer ces informations-là pour partager par email ces données auprès des prescripteurs. Et alors, petite astuce importante que je vais vous montrer aussi ici. Donc, on a parlé des fonctionnalités liées au filtre et il y a aussi une fonctionnalité importante à avoir en tête quand vous utilisez nos tableaux de bord et notamment dans ce cadre de partage d'indicateurs avec vos partenaires, c'est que vous avez la possibilité d'exporter ces données. Alors, comment on exporte les données? En fait, dès que vous allez cliquer sur un indicateur, vous allez passer la souris sur un indicateur, vous allez voir 3 petits points qui s'affichent ici. Je zoome, 3 petits points qui s'affichent ici en haut à droite de l'indicateur. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez cliquer donc sur télécharger les résultats. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez exporter les résultats en images. Donc, typiquement, ça vous permet d'extraire ce graphe en image et de l'insérer directement dans une présentation, par exemple, ou dans un mail. Vous pouvez aussi exporter les données au format Excel si vous voulez les intégrer dans un autre rapport ou les retraiter avant de les partager à vos prescripteurs. Voilà pour la fonction export. Pour la fonction des filtres, je pense que je vous ai montré en tout cas l'essentiel des fonctionnalités sur les tableaux de bord en général et l'essentiel des données que vous pouvez retrouver dans ces données de candidature. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Hop. Alors, nous avons effectivement plusieurs questions. Alors, une première question qui est, peut-on dans le détail, alors c'est une question de Virginie, dans le détail des données statistiques motifs de refus, exclure les autoprescriptions pour avoir les chiffres des prescriptions indépendamment de ceux des autoprescriptions, s'il vous plaît. Alors, souhaite Alice, prescription. Pardon? Je peux y répondre pour la subtilité oui. Autoprescription. Ouais. Juste pour rappel, qu'est-ce qu'une auto-prescription? Quand vous faites une auto-prescription, la définition qu'on donne chez Pilotage dans vos données, c'est celle en fait qui est aussi celle que suit et comprend les services déconcentrés de l'État quand ils échangent avec vous sur le suivi des autoprescriptions et des contrôles a posteriori. Une auto-prescription, en fait, c'est lorsque vous faites vous-même le diagnostic d'éligibilité et que vous acceptez ce même candidat dans votre structure. Donc, de base, il n'y a pas de refus, en fait, de ce candidat. Donc, en fait, si on parle bien de ces autoprescriptions-là, il n'y a pas de refus, donc il n'y a pas de source dans les motifs de refus qui seraient les autoprescriptions. Ce que vous pouvez par contre avoir dans les motifs de refus, c'est les motifs de refus potentiellement de candidature que vous recevez de d'autres employeurs. Voilà. Et donc, c'est peut-être cet employeur-là qui a fait le diagnostic ou un autre acteur, mais on n'appelle pas ça une autoprescription. Donc, l'autoprescription, bien retenir qu'il s'agit donc de vous, en tant qu'employeur, vous faites le diagnostic d'éligibilité et que vous embauchez également ce même candidat dans votre structure. Et donc, il n'y a pas de candidature refusée et donc pas de motif de refus. Est-ce que cela, du coup, éclaire la personne qui a posé cette question et notamment la deuxième personne qui était intéressée par la réponse? Voilà, n'hésitez pas à réagir avec l'émoticône ou sinon à compléter si jamais vous souhaitez renforcer. Bon, bah parfait. Une autre question, Alice, qui est... alors, il y a Sandra qui demande effectivement s'il est possible de télécharger les statistiques.
Oui. Voilà, je ne sais pas quel est le format souhaité par Sandra. Donc voilà, je te laisse voir si tu veux remontrer ou apporter des précisions. Oui, eh bien, je vais remontrer comment, et ça répond aussi à une question de Annie qui dit que l'exportation Excel ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, s'il y a des bugs comme ça qui sont constatés, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, en nous contactant via le service, via le bouton aide sur notre site. On réglera, disons, les questions plus techniques, mais je vais vous remontrer donc comment exploiter les données. Hop, je me remets sur le site. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Je ne suis plus connectée. Je refais la démo. C'est un peu subtil parce qu'effectivement, les 3 petits points ne s'affichent que au passage de votre souris. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vu comment exporter les données. C'est vraiment au passage de votre souris. Hop. Comme ça, je refais toute la démo d'Access. On clique sur Statistiques. On était sur le premier tableau de bord. Et donc, juste pour la rubrique aide, s'il y a vraiment des difficultés techniques, sur notre site, elle est ici. Vous cliquez sur besoin d'aide et sur documentation. Il y a des tutoriels et le nous contacter doit être dans la partie documentation aussi. Annie, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Là, vous êtes en fait dans espace privé, ce qui fait que vous n'avez pas exactement la même représentation que quand vous êtes en fait sur les données publiques. Mais quand vous cliquez sur besoin d'aide, sur l'espace privé, vous allez dans documentation pour retrouver les tutoriels présentés. Et quand vous êtes sur la page publique, vous cliquez sur besoin d'aide et la possibilité directement de nous contacter. Donc, je suis sur un indicateur, sur un tableau, et pour exporter les données, donc je passe la souris sur ce tableau et s'affiche 3 petits points ici en haut à droite de l'indicateur. Et donc là, vous cliquez dessus, vous faites télécharger les résultats et vous pouvez télécharger en format CSV, Excel, JSON et images. Et donc ensuite, si je clique par exemple sur, là j'ai cliqué sur CSV, pas Excel, normalement une fenêtre va s'ouvrir. Voilà, et en fait, ça va se charger directement sur votre ordinateur et vous pourrez donc l'intégrer dans vos analyses ou présentations. Un point important quand vous parlez en fait de télécharger, aujourd'hui, les outils du service pilotage de l'inclusion ne vous permettent pas de télécharger un tableau de bord en entier. Donc, il n'y a pas pour l'instant cette fonctionnalité-là qui est développée. Nous sommes toujours en recherche d'une solution technique là-dessus. Vous ne pouvez pas non plus exporter les données directement en PDF. Ça n'existe pas encore. Et donc, la possibilité que vous avez actuellement, c'est de télécharger indicateur par indicateur, comme vient de le montrer Alice. Et quand vous tombez en fait sur un tableau avec des données, donc un tableau classique, je ne sais plus si on en a parcouru un là tout à l'heure, vous pouvez aussi le télécharger au format Excel et la possibilité de faire l'analyse directement de votre côté si vous souhaitez représenter ce tableau différemment. Voilà. Donc, les graphiques, soit au format Excel, soit au format image. Et les tableaux là que vous voyez donc sur votre écran, vous pouvez les télécharger directement en Excel. Voilà, les tableaux dont Annie parlait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une question qui est celle de Virginie. Pour revenir sur les autoprescriptions, il s'agit donc aussi bien de candidats orientés par des orienteurs sur la plateforme et pour lesquels on valide des critères d'éligibilité que ceux que nous enregistrons nous-mêmes sur la plateforme suite à des candidatures spontanées. Alors oui, Virginie, en fait, ce qu'on va analyser dans les autoprescriptions, ce n'est pas qui est à l'origine de la candidature, mais qui a réalisé en fait la validation de l'éligibilité du candidat, ce qui n'est pas la même chose.
Et effectivement, vous pouvez donc avoir des candidatures qui vous sont orientées donc, par une personne qui n'est pas habilitée à faire l'éligibilité. Donc, ça peut être Alice ou moi qui vous orientons une candidature. Vous décidez de faire vous-même le diagnostic et donc de cocher que la personne est bien éligible, éligible à l'IAE. Puis ensuite, vous l'accueillez dans votre structure. Et bien, ces deux éléments-là, vous validez l'éligibilité, vous accueillez la personne dans votre structure, définissent une autoprescription. Et donc, c'est la même chose pour les candidats qui candidatent en spontané directement chez vous ou qui viennent directement en fait sur votre structure. Voilà. Donc, j'espère que cela vous a éclairé sur cette question, Virginie. Je vous laisse confirmer ou apporter des précisions. Et on a une dernière question de Pascal, Alice, qui est statistique par profil de poste. Oui, alors il me semble que ça résonne avec une question qui a été posée aussi par Marie-Hélène, qui disait sur ma SIAE, un chantier a plusieurs profils de poste. Est-ce que je peux faire un tri par profil? Donc j'imagine que par profil de poste, oui, vous parlez par fiche de poste. On ne peut pas avoir effectivement sur le pilotage le nombre de candidatures à accepter. Enfin, il n'y a pas de filtre effectivement qui existe actuellement sur le profil de poste. En revanche, on a dans les statistiques publiques, on a un tableau de bord qui s'appelle fiche de poste en tension qui peut vous donner des statistiques sur des fiches de poste et notamment sur le nombre de candidatures qui ont été publiées sur ce type de poste versus le nombre d'offres. Donc ça donne un peu un rapport effectivement entre l'offre et la demande par type de poste, mais là sur les tableaux de bord privés, c'est pas possible effectivement de faire ce frein. Annie, je te laisse compléter si tu vois autre chose à apporter à cette question. Oui, effectivement, cette donnée, pour l'instant, elle n'est pas valorisée, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir, vous, pourquoi vous avez besoin de cette donnée. Donc, Fanny, si vous... Alors, non, pardon, je ne sais plus qui a partagé. Voilà, c'était Pascal. Pascal et l'autre personne donc, que tu as citée. Marie-Hélène, il me semble. Voilà. Est-ce que vous pourriez préciser dans le chat, s'il vous plaît, en quoi cette donnée vous est utile? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous allez en faire? Puisque l'idée de ces webinaires aussi, c'est au-delà de vous dire ce qui existe ou ce qui n'existe pas, c'est aussi de bien comprendre en fait dans ce qui n'existe pas, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre mission et en quoi ça va la faciliter pour qu'on puisse ensuite derrière explorer le sujet et identifier peut-être une solution pour y répondre. Voilà. Et donc, s'il y a des structures qui sont également intéressées, mais qui ont peut-être d'autres utilisations de cette donnée, profitez de ce webinaire pour tout mettre dans le chat, puisqu'avec Alice, après, on prendra en compte et on va bien se poser dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut prioriser comme nouveauté aussi dans vos tableaux de bord. Et je vois qu'il y a une question aussi de Fanny. Bonjour, peut-on faire des stats sur les candidatures reçues par critères administratifs IAE? Et j'ai vu cette question qui avait été posée aussi par ailleurs par Régine. Il y avait 2 votes d'ailleurs sur cette question. Là, c'est pareil. Actuellement, en tout cas à date, nous ne proposons pas ce filtre, mais en tout cas, ça nous intéresse aussi de savoir ce que vous feriez de ces analyses. Et pour le coup, on est quand même, on réfléchit et on travaille sur le fait de vous fournir plus d'informations sur le type de candidature reçue. Alors, ça serait peut-être pas dans un premier temps sur les critères administratifs, mais sur le genre, sur la candidature si elle viendrait d'un QPV. Il y a plusieurs critères qu'on va essayer. On va essayer d'enrichir très prochainement nos statistiques de certaines données, mais n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat sur quels critères précisément vous auriez besoin de faire vos statistiques et dans quel cadre. Alors, précision autour de ces critères administratifs, il faut savoir que dans le cadre de votre parcours sur le service des emplois de l'inclusion, vous pouvez effectivement remplir en tant qu'employeur, notamment quand ce sont des autoprescriptions, un critère de niveau 1 ou plusieurs critères de niveau 2. Donc déjà, si on parle juste de la partie autoprescription,
ce qui est à retenir, c'est que si vous faites l'analyse autour des critères que vous vous renseignez vous-même pour les autoprescriptions, vous pouvez réaliser ces statistiques-là directement dans votre tableau de bord privé, puisque c'est vous qui les renseignez. La limite qu'il y a dans ces critères que vous renseignez vous-même, c'est qu'elles ne sont pas exhaustives. Puisque c'est pas parce qu'il y a un critère de niveau 1 seulement qui est renseigné, que ça veut dire que les autres critères de niveau 1 ne concernent pas aussi le candidat. Après, ça implique derrière aussi pour vous de pouvoir justifier tous ces critères que vous renseignez. Non, si on prend en fait ces critères-là pour les prescripteurs habilités, dans leur parcours, les prescripteurs habilités n'ont pas l'obligation de renseigner ces critères. Pourquoi? Parce que de fait, ils peuvent en fait déroger à cette règle de par leur rôle de prescripteur habilité. Et donc, toutes les personnes qu'ils accompagnent sont par déduction éligibles à l'IAE. Et donc, quand vous les recevez, effectivement, ces candidats et que vous recevez ces candidatures, ces critères peuvent ne pas être renseignés parce que du coup, ils peuvent y déroger. Et donc, ces données sont bien disponibles sur le service des emplois de l'inclusion, sauf qu'elles ne sont pas exhaustives et assez fiables pour en faire des données statistiques qui vous permettraient d'avoir une meilleure connaissance et pilotage des publics et des profils que vous accueillez dans vos structures. Et donc, ce que fait du coup Pilotage, c'est qu'on va aller chercher ces données ailleurs. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur le flux IAE de l'ASP que vous renseignez tous les mois, puisque dedans, il y a des données autour des profils des candidats, qu'on enrichit aussi aujourd'hui les tableaux de bord avec les données genre et les données tranches d'âge. Donc ça, vous pouvez déjà les retrouver dans les tableaux de bord. Et si ce n'est pas présent sur le vôtre, on peut effectivement les ajouter puisque c'est juste des filtres qui vont vous permettre du coup d'affiner sur ces deux éléments-là déjà au niveau des publics. Et puis enfin, on va aussi, on travaille actuellement à récupérer les données auprès de d'autres acteurs comme France Travail pour éclairer notamment sur les publics qui sont RQTH ou qui ont d'autres en fait d'autres critères. Voilà, donc ça c'est important à prendre en compte puisque vous les renseignez et elles ne sont simplement pas exhaustives et fiabilisées. Merci Annie pour ces précisions. Je vous propose qu'on avance sur le deuxième cas d'usage et puis on aura une dernière séance de questions-réponses à la fin de ce deuxième cas d'usage. En tout cas, merci d'avoir partagé je vois que dans les questions, vous partagez aussi le cadre et les besoins que vous avez par rapport à ces données. Donc, ça nous est très utile. Donc, merci beaucoup. Cas numéro 2. Donc là, j'ai pris le cas d'une ETTI qui a une taille plus modeste, entre guillemets, qui est conventionnée pour 10 ETP. Et donc, elle me partageait que sa dette lui fixait un certain nombre d'objectifs chaque année, donc comme vous tous j'imagine, et que c'est dans ce cadre-là, c'est plutôt dans le cadre de la préparation de son dialogue de gestion que cette ETTI se connectait sur notre outil du pilotage de l'inclusion. Donc, c'était un usage plutôt plus ponctuel, plus annuel qu'elle avait aujourd'hui de nos outils. Et concrètement, quelles données venait-elle récupérer avant son dialogue de gestion? Donc SADES, en fait, lui avait fixé en 2022 de faire moins d'autoprescription et de recruter un peu moins de jeunes, ou en tout cas d'avoir un profil des salariés qui étaient moins orientés sur le public jeune. Donc concrètement, quelles données est-elle venue chercher pour venir argumenter et expliquer à SADES les actions qu'elle avait menées entre 2022 et 2023? Donc, elle est venue chercher le nombre de candidatures orientées par prescripteur et elle a notamment fait un focus sur les candidatures orientées par la mission locale. Ça lui permettait aussi d'objectiver auprès de SADES que si elle recrutait X jeunes par an, c'était aussi en rapport avec le nombre de candidatures qu'elle pouvait recevoir et avec peut-être plus de candidatures, une part plus importante de candidatures reçues de la mission locale. Mais c'est aussi un indicateur qu'elle regardait pour se dire bon, j'arrête, en tout cas je freine un petit peu mes relations avec la mission locale parce que cela ne me permet pas d'atteindre les objectifs que ma dette me fixe. Donc c'est pour ça qu'elle venait aussi regarder ce motif de refus. L'évolution de ce motif de refus ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé par mon financeur, ma dette. Parce qu'effectivement, lorsque vous refusez une candidature, vous avez la possibilité de renseigner ce motif de refus, c'est-à-dire la candidature
en soi, elles pourraient correspondre, mais ça ne me permet pas d'atteindre l'objectif qui m'a été fixé. Et ensuite, elle est venue aussi chercher le taux d'autoprescription et notamment le taux d'autoprescription en année N avec le taux d'autoprescription réalisé en année N-1 pour montrer à la dette qu'elle avait atteint cet objectif. Donc, de la même manière qu'on l'a fait pour le cas numéro 1, je vais vous partager mon écran pour qu'on regarde concrètement comment cette ETTI est venue chercher ces données et dans quel tableau de bord elle les a trouvées. Hop. Alors, donc, on va chercher le nombre de candidatures dans un premier temps reçues par la mission locale. Donc là, je suis toujours dans le tableau de bord dans lequel j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire le premier tableau de bord privé qui vous est proposé dans vos statistiques et qui s'appelle données des candidatures de mes structures. Et donc ici, on cherche le nombre de candidatures orientées par la mission locale en 2023. Et c'est un chiffre qu'on va, voilà, comme on est plus dans une analyse annuelle, on va comparer ça à l'année 2022. Donc là, je vais zoomer, pardon, pour que ça soit un peu plus gros. Donc j'ai cliqué sur le deuxième onglet état et origine de la candidature. Alors là, mon filtre est déjà pré-rempli sur l'année 2023, pardon, donc c'est très bien. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire sur 2022. Et donc, je vais afficher uniquement les candidatures qui m'ont été orientées par la mission locale. Donc, je vais utiliser le filtre origine détaillée de la candidature. Donc, je clique sur le filtre. Et là, je vais cliquer sur mission locale. Hop, je fais bien ajouter un filtre pour que le filtre soit bien pris en compte. Quand le filtre est pris en compte, il apparaît ici en bleu. Donc là, on est bien sur l'année 2023 et on veut voir uniquement les candidatures orientées par la mission locale. Et là, en l'occurrence, j'ai pris pour toutes les structures de la SIAE. Mais j'aurais pu faire un filtre sur seulement une des structures de mon organisation. Alice, donc là, oui. Excuse-moi, je te partage juste une question qui est importante, je pense, à clarifier tout de suite pour que tout le monde comprenne quelles sont les données qu'ils vont avoir en fait dans les tableaux de bord. C'est une question de Laura qui est de savoir est-ce qu'elle a accès à des statistiques globales sur le siège plus ses antennes. Alors, sur le siège, en fait, oui, vous allez, donc c'est ce qu'on retrouvait dans l'onglet périmètre et chiffres clés. Donc, en tout cas, dans votre onglet périmètre chiffres clés, vous retrouverez le périmètre des données auxquelles vous avez accès. Donc, en l'occurrence, là, c'est dans ce compte de démo, c'est une structure qui a trois SIAE. Donc, on voit bien dans son périmètre qu'elle a ces 3 organisations-là. Donc, vous, ça va dépendre aussi en fait, de votre compte utilisateur et des structures qui vous sont rattachées en tant qu'utilisatrice. Donc, je vous invite déjà à aller voir dans cet onglet périmètre les structures qui vous sont rattachées et sur lesquelles vous avez une vision. Ça vous permettra de voir quel est le périmètre parce que vous pouvez être rattaché uniquement à une structure ou à plusieurs structures. Oui, Yanni, je te laisse oui, c'est juste savoir qu'à partir du moment où vous vous connectez à votre tableau de bord privé, par défaut, vous voyez en fait toutes les données pour les structures pour lesquelles vous êtes membre. Donc, si vous êtes membre de plusieurs structures qui font partie d'un regroupement ou que vous êtes membre à la fois de la structure mère et des antennes, vous retrouvez ces données-là dans votre tableau de bord. Et donc, c'est par défaut. Et ensuite, ce sont les filtres qui vont vous permettre d'affiner pour retrouver les données pour structure par structure dont vous êtes membre. Voilà, donc ça, c'est important. Les 2 questions, c'est par défaut, vous voyez tout en mode agrégé et ensuite, il faut utiliser les filtres. 2, il faut être membre de ces structures-là et de ces antennes-là pour voir les données. Voilà, j'espère que c'était clair pour l'ensemble des personnes. Et si vous n'êtes pas membre d'une structure, il faut du coup se rapprocher de la personne qui a un compte administrateur et qui est rattachée à cette structure. Elle va pouvoir vous envoyer une invitation
pour que vous puissiez être membre à votre tour de cette organisation. Donc, comme le disait Annie, par défaut, j'ai les données agrégées de toutes mes structures, si je suis membre de plusieurs structures. Et pour affiner, il faut que j'utilise ce filtre nom de la SIAE, comme vous le voyez ici. Là, pour mes analyses, je reste sur une analyse agrégée, toutes structures confondues, toutes les structures dont je suis membre. Donc, je retourne dans état et origine. Donc, nos filtres sont appliqués. L'objectif était de montrer donc à la DETS combien de candidatures j'avais reçues de la mission locale. Donc là, on a une analyse annuelle directement, donc c'est parfait pour les analyses. Et je vais pouvoir donc montrer typiquement dans ce cas-là, à la DETS, que j'ai reçu beaucoup plus de candidatures en 2022 de la mission locale. Donc ça peut me permettre d'objectiver, par exemple, le fait d'avoir embauché un peu plus de jeunes en 2023 qu'en 2022, parce qu'aussi j'ai eu plus de candidatures qui m'ont été orientées de la mission locale. Je vois aussi le détail en 2023 du nombre de candidatures que j'ai acceptées de la mission locale, le nombre de candidatures que j'ai dû refuser. Voilà pour le premier chiffre que la structure vient chercher donc en vue de préparer son dialogue de gestion. La deuxième, c'était les motifs de refus. Donc, je peux rester typiquement on va rester pour l'instant avec le chiffre mission locale, donc pour aller voir les motifs de refus des candidatures qui m'ont été orientées par la mission locale. Et typiquement, je vois effectivement que j'ai quand même sur donc 2023, j'ai refusé 20% des candidatures qui m'ont été orientées par la mission locale pour la raison suivante: l'embauche du candidat empêche la réalisation des objectifs de dialogue de gestion. Donc ça, c'est un chiffre qu'on peut venir aussi que la structure va comparer à l'année 2022. Donc, comment faire la comparaison avec l'année 2022? Donc, je vais mettre à jour ce chiffre, ce filtre, en sélectionnant donc 2022. Donc, je vais faire 1er janvier 2022, 31 décembre 2022, mettre à jour le filtre. Hop. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas de données en 2022 sur la mission locale. Je vais enlever le filtre mission locale pour vérifier. Alors, problème. Hop, hop, hop. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon, peut-être qu'il n'y a pas de données pour 2022 sur ce compte-là. Annie, tu vois d'autres raisons pour lesquelles les données ne pourraient ne pas s'afficher? Alors peut-être parce qu'il faut rafraîchir la page aussi. Tu sais, on a cette problématique quand on y reste longtemps sur un tableau de bord avec l'outil. Là, normalement, sur l'année 2022, sauf si tu as filtré sur une structure spécifique, mais s'il s'agit toujours du compte de démo, tu devrais avoir des données. Ouais, non, je n'ai pas filtré sur une candidature, donc je rafraîchis la page. Donc, si jamais cela vous arrive, puisque je vois effectivement une personne qui signalait qu'elle avait un problème à afficher un filtre, aujourd'hui, en fait, notre outil présente un bug qui peut être effectivement, en tout cas, vous insatisfaire dans le parcours d'utilisateur. C'est que quand vous restez longtemps en fait sur un tableau de bord et que vous avez mis des filtres spécifiques, il se peut qu'à un moment donné, quand vous refaites une manipulation, des données ne s'affichent pas. Et donc, il y est indiqué pas de résultat problème pour afficher les résultats. Donc, ça peut être tout simplement, en fait, la solution qui est de rafraîchir votre page. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative à proposer pour que vous puissiez, pour faciliter votre utilisation de cet outil. Donc, rafraîchir la page quand vous êtes confronté à cette problématique. Et donc, voilà, ça s'affiche effectivement. C'était probablement un problème de rafraîchissement de ma page. Donc, c'est bien, comme ça, on voit les petites subtilités en direct. Et donc, j'avais choisi la mission locale.
je vais réappliquer mon filtre. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, cette analyse, cette comparaison année par année se fait en utilisant ce filtre temporel, en le mettant à jour. Pour l'instant, on n'affiche pas ici, voilà, on n'a pas la possibilité actuellement d'afficher les deux périmètres de date les uns à côté des autres. Mais ça fait partie aussi des réflexions sur lesquelles on travaille pour améliorer aussi l'ergonomie de nos tableaux de bord. Et donc en 2023, typiquement, en 2022, pardon, cette ETTI n'avait pas refusé de candidature pour le motif ne me permettait pas d'atteindre les objectifs qui m'étaient fixés par ma dette. Donc on voit aussi qu'il y a une évolution, par exemple, dans les pratiques. Enfin, en tout cas, ça peut être une manière d'objectiver cela. Et la dernière donnée qui était demandée, que cette ETTI venait chercher chaque année dans ces données, c'était le taux d'autoprescription. Donc là, je vais utiliser un autre tableau de bord. Donc, je vais revenir en arrière. Hop. Je vais cliquer sur, je reviens sur le tableau de bord. Je vais cliquer de nouveau sur statistiques. Hop. Voilà, sur statistiques, ici. Et donc là, je viens dans le deuxième tableau de bord qui s'appelle Focus sur l'autoprescription. Il fonctionne comme le premier. Et ici, je vais venir donc chercher le chiffre qui correspond à mon taux d'autoprescription en 2023 et en 2022 pour nourrir les échanges que je vais avoir avec ma dette lors du dialogue de gestion sur ces questions-là. Donc là, on a un filtre qui est déjà mis sur 2022. On voit tout de suite dans la partie, dans ce tableau de bord qui présente moins d'indicateurs, vous n'avez pas ces différents onglets. Donc, vous retrouvez tout de suite sur la première page, le premier onglet du tableau de bord, finalement, ce chiffre clé qui est le taux de candidature acceptée en autoprescription. Donc, en 2022, il était de 4,76 pour cette structure. Et pour faire la même analyse en 2023, je vais sélectionner dans l'année 2023. Là, on a un chiffre qui s'affiche sans filtre temporel. Je vais renseigner 2023. Et alors là, il me semble que sur le compte de démo, pour le coup, c'est une structure qui a fait plus d'autoprescription en 2023. J'avais avec un taux de, il me semble, 8%, donc ça ne vient pas forcément objectif. Enfin, je ne suis pas sur ce périmètre de l'ETTI, mais ça fonctionne quand même. Ça prend un petit peu de temps, désolé. Ça vient en tout cas nourrir les discussions avec la dette. Donc là, effectivement, cette structure va plutôt dire j'ai doublé mon taux d'autoprescription. Donc on n'est pas dans le cas de cette ETTI qui a voulu réduire son taux d'autoprescription, mais en tout cas, c'est quand même un chiffre qui va venir nourrir les discussions lors du dialogue de gestion. Alors, il me semble que on est venu récupérer les 3 données que cette structure venait chercher pour son dialogue de gestion. Donc, je vais revenir sur ma présentation et il nous reste 5 minutes, donc on va pouvoir aussi reprendre quelques questions-réponses. Et comme le disait Annie, n'hésitez pas aussi à partager dans le chat les difficultés, les freins que vous pouvez rencontrer à l'usage de nos tableaux de bord. Donc j'ai vu par exemple que effectivement certains exports Excel ne fonctionnaient pas. Nous, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, donc c'est quelque chose qu'on va reprendre l'ensemble des commentaires que vous avez fait dans le chat à la fin du webinaire pour les traiter. Et voilà, si on voit qu'il y a plusieurs difficultés ou freins qui sont remontés par différentes structures, ça va nous permettre de nous alerter sur certains sujets et nous permettre en équipe d'essayer d'y répondre.
Est-ce qu'il y a des questions, Annie, dans l'onglet questions? Alors, pas de questions en tout cas là dans… Ah, attends, ça vient juste d'arriver. Hop, donc je lis la question de Virginie. Dans notre fonctionnement, donc en tant qu'AI, nous pouvons recevoir un candidat et valider son éligibilité. Il est dans ce cas dans les candidatures en attente tant que nous n'avons pas de mission à proposer. Cela ne pose-t-il pas de problème statistique? Alors, est-ce que tu veux y répondre, Alice, ou j'apporte une réponse? Je vais apporter une première réponse et puis je te laisse compléter. En fait, ce qui est important, c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que la manière dont vous utilisez le site des emplois reflète bien votre activité. Donc, si effectivement vous avez besoin de mettre des candidatures en attente, c'est très bien que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité-là dans le site des emplois. Et après, ça sera, enfin, c'est à vous finalement d'expliquer à vos prescripteurs pourquoi il y a X candidatures qui sont en attente. Voilà. La première réponse. Annie, je te laisse compléter. Alors, moi, je serais curieuse de savoir pourquoi cela serait problématique dans les statistiques. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va surtout montrer, c'est l'état des candidatures. Donc, en fait, vous allez avoir différents statuts et on va effectivement mettre d'un côté, dans un pack global, les candidatures en cours de traitement. Donc, ils sont soit statut nouvelle, soit en attente ou à l'étude. Donc, cette candidature, en fait, elle va être dans ce regroupement-là. Donc, soit dans le statut attente au niveau des statuts détaillés, soit dans le regroupement en cours de traitement. C'est un éclairage en fait que vous apportez du coup aux autres acteurs qui vous ont orienté cette candidature et qui permet aussi de comprendre le vivier de candidature qui est toujours en attente d'aboutir de votre côté. Donc, ce n'est pas du tout problématique. La problématique qui va venir, c'est surtout si cette candidature reste indéfiniment en attente, parce que vous allez voir dans vos tableaux statistiques pour certaines structures qu'il y a encore des candidatures de l'année 2022 ou qui datent de plus de 6 mois qui sont toujours en attente d'être clôturées. Voilà. Et donc, ce qui fait que derrière, dans la réception de cette information par les prescripteurs ou les services de l'État, une question qui se pose autour de qu'est-ce qui se passe autour de ces candidatures et qui va vous amener du coup à enrichir vos échanges et à mieux faire comprendre les pratiques au sein de votre structure pour améliorer vos échanges partenariales avec ces différents acteurs. Voilà. Et donc, du coup, non pas de problème au niveau statistique, c'est surtout comment cela va amener des questionnements dans vos relations avec les prescripteurs et vos autres partenaires en local. Merci, Annie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question de Sandra. Les prescripteurs m'informent qu'ils ne peuvent pas voir mon message dans la case prescripteur lorsque je mets une candidature en attente. Alors ça, c'est une question qui est plus relative du coup à l'usage du service des emplois. Peut-être que vous pouvez préciser un petit peu, et puis nous, on va transmettre cette problématique aussi des emplois, ou alors vous pouvez aussi les contacter via le site Aide. Annie, je ne sais pas si tu as la visibilité, toi, sur cette fonctionnalité-là, sur le service des emplois. Alors non, mais du coup là je la remonte directement au service des emplois et si d'ici à ce que le webinaire se clôture, nous avons la réponse, Sandra, on vous l'indique. Sinon, ça sera plutôt après lors du débrief et du compte rendu de ces webinaires. Est-ce que nous avons une autre question? Alors, c'est une remarque de Virginie plutôt qui est « Je précise que certaines candidatures resteront toujours en attente car ne se verront peut-être jamais proposer des missions. » Alors là, la bonne pratique, c'est plutôt de les refuser dans ce cas et donc d'indiquer qu'il n'y a pas de recrutement en cours au niveau du motif de refus. Et c'est là où les motifs de refus sont intéressants au niveau de l'analyse. Et aussi, il faut savoir qu'il y a une démarche au sein du service des emplois de l'inclusion qui est aussi de proposer en fait aux structures, donc je ne sais pas où ils en sont, puisque c'est une nouveauté qu'ils vont apporter dans le parcours, qui est de permettre aux structures d'archiver
automatiquement les candidatures, donc par volume important et pas candidature par candidature, pour justement mieux améliorer la qualité de la donnée qu'il y a sur le service des emplois. En tout cas, si vous avez une candidature et que voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de poste ouvert, ne pas hésiter donc à cliquer sur le motif de refus, pas de recrutement en cours. Merci. Je propose peut-être de passer à la clôture de ce webinaire car on va finir comme ça à l'heure. Mais les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on va les traiter à la fin de ce webinaire. J'ai mentionné à plusieurs reprises effectivement comment trouver de l'aide ou comment nous contacter. Donc, c'est sur le site du pilotage, comme je vous l'ai montré. En haut, vous aviez le bouton aide et vous pouvez à la fois accéder à la documentation dans laquelle vous retrouvez un certain nombre de questions à vos réponses, des tutoriels, aussi le replay de ces webinaires. Et vous avez sinon la possibilité de nous contacter via le formulaire de contact et on essaiera d'être le plus réactif possible. Alors, petit sondage juste pour clôturer cet événement que je vais publier à l'écran pour savoir si le contenu de ce webinaire vous a été utile. Merci beaucoup en tout cas. Vous voyez bien il s'affiche bien le sondage, Annie, à l'écran? Alors, ce n'est pas le... Oui, là, c'est bon, oui. Ok. Il y avait 2 sondages, en fait, Super. affichés. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour vos votes. Et puis, donc, j'espère que vous avez pu télécharger la présentation dans l'onglet Apps. Sinon, ça vous sera aussi partagé dans le compte-rendu. Et puis, vous l'avez vu sur notre site, on vous laisse la possibilité aussi de laisser votre avis. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre niveau de satisfaction et à nous dire dans quelle mesure nos outils et nos données vous sont utiles. Ça nous permettra voilà, toujours d'être dans ce processus d'amélioration continue. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'ai été ravie de l'animer auprès de vous et merci beaucoup à Annie pour la co-animation et toutes ces précisions que tu as apportées aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Alice.